Il y a les informations dont on parle beaucoup et dont on a parlé ici même sur Mediapart à l'instant, sur notre plateau, Notre-Dame, les réactions politiques. Et puis il y a celles qui ont été un peu éclipsées par cet événement et qui ont fait la une de Mediapart. Avant de vous indiquer lesquelles, j'ai trouvé ce titre-là chez les confrères de la Tribune. Exportation d'armes 2018, la France réalise sa 3e meilleure performance depuis 20 ans. Sauf que certaines de ces armes sont impliquées dans un conflit au Yémen, où l'on compte des dizaines de milliers de victimes dans un contexte de crise humanitaire. Et on va en parler avec Mathias Destal et Geoffrey Livolzi. Vous êtes tous les deux cofondateurs d'un groupe qui s'appelle Disclose, dont on a justement publié le travail sur Mediapart. C'est un partenariat avec plusieurs médias, il faut le dire, des publications de révélations à propos de ces armes françaises au Yémen. Avant qu'on vienne au fond du sujet, je vous laisse peut-être présenter ce qu'est Disclose, qui se présente comme une organisation journalistique à but non lucratif. Alors, Disclose, c'est à la fois un média et une ONG. Un média parce qu'on publie des enquêtes, on les diffuse peut aller voir votre site internet, sur notre site internet disclose.ngo, et une ONG parce que derrière on a toute une question de plaidoyer autour du droit à l'information des citoyens, mais on reste un média qui a pour objet en fait d'être à but non lucratif et d'être accessible sans abonnement au plus grand nombre. Qui vous finance du coup ? Alors, il y a des donateurs, des adhérents en fait. On fonctionne sur la base de ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon le membership, c'est-à-dire que les gens financent à hauteur de leurs moyens le média, ou alors ils ont une adhésion à partir de 40 € par an. Et puis ensuite, à côté, il y aurait des fondations internationales qui financent des médias à travers le monde et des médias comme ça d'intérêt public comme le nôtre. D'accord. Et donc, c'est plutôt des fondations actuellement qui financent, des particuliers ? Aujourd'hui, c'est entièrement, l'enquête qu'on vient de publier a été entièrement financée par la levée de fonds auprès des membres qu'on avait fait en crowdfunding. Donc, en gros, c'est que l'argent de nos soutiens, de donateurs, de lecteurs qui ont adhéré à Disclose ou qui sont simples donateurs aujourd'hui. Alors, venons au fond du sujet. On savait qu'il y avait des armes françaises qui étaient vendues aux Saoudiens, au régime de l'Arabie Saoudite. On savait que l'Arabie Saoudite était impliquée dans ce conflit qui a été chroniqué déjà sur Mediapart au Yémen. Mais ce que vous documentez, c'est que ces armes en question, non seulement ont fait feu au Yémen, mais ont fait feu y compris sur des zones civiles et ont probablement tué des civils, et vous le faites à partir de sources du renseignement militaire français. On va voir à l'image là, les notes sur lesquelles vous êtes appuyé, les documents classés confidentiels défense. Et quel est le statut de ces documents ? C'est des documents qui sont classés confidentiels défense. Donc le premier niveau dans le secret défense. C'est des documents qui ont été réalisés par la direction de renseignement militaire, par les analystes, et qui ont été transmis le 3 octobre dernier à l'Élysée lors d'un conseil restreint de défense. Donc conseil restreint de défense, une réunion où se trouve généralement de base le président, c'est lui qui la convoque et qui l'organise, et autour de lui, généralement le Premier ministre, la ministre de la Défense, de l'armée et parfois les chefs d'état-major, voire les services secrets français. Mais c'est à sa convenance, hein, donc on ne sait pas exactement qui était présent dans les ministres ou pas à cette réunion. Et ces documents-là, ils ont fuité. Et aujourd'hui, c'est leurs propres documents. C'est leurs propres documents en fait qui trahissent leurs mensonges. Et c'est bien là peut-être tout le problème. Alors, on va y venir. Vous précisez dans l'article qu'on a publié que confidentiel défense, c'est un premier stade dans le secret défense. Est-ce que vous pouvez expliquer, par exemple, quels sont les stades ultérieurs ? En fait, c'est le niveau 2. Donc, le niveau 1, c'est le secret défense. Niveau 3. Niveau 3, pardon. Secret défense, non, ça veut dire que là, la liste des gens qui peuvent être destinataires ou consulter ces documents est un peu plus large dans le confidentiel défense que dans le secret défense. Et c'est-à-dire secret défense, c'est quoi ? C'est juste le président ? En fait, il y a le confidentiel défense, le secret défense et le top secret défense. D'accord. Donc le top secret défense, c'est vraiment au niveau du président, de quelques personnes.
Le secret défense, c'est encore très peu de personnes, ça peut être des ministres, le président aussi. Et le confidentiel défense est beaucoup plus large, ça englobe beaucoup plus de personnes, mais après, au sein du confidentiel défense, on peut décider que tel document ne va pas être accessible à tout le monde. Donc en gros, c'est pas parce qu'on a l'habilitation pour accéder au confidentiel défense que n'importe qui peut aller prendre n'importe quel document qui a de cette classification. Il y a des obligations à remplir, il faut faire des requêtes. D'accord. À propos de l'implication des armes françaises dans les zones où se trouvaient des civils yéménites, vous prenez plusieurs exemples, on va un peu les passer en revue. Il y a l'exemple des canons César. On va regarder la vidéo que vous avez produite justement et puis on en parle juste après. Ceci est une note de la DRM, la Direction du renseignement militaire français. Elle a été rédigée en septembre 2018. Ce document classé confidentiel défense révèle que 48 canons César étaient disposés à la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen fin 2018. Nous en avons repéré à Najran, dans une des 3 zones indiquées par la DRM. Le champ de tir des 48 canons couvre de nombreux hameaux et villages yéménites. Plusieurs centaines de milliers de civils y vivent. Deux choses pour prouver l'implication de ces canons César, c'est-à-dire d'abord montrer où ils se situaient, et ensuite vous avez recoupé avec d'autres données qui étaient les pertes, enfin des morts, hein, pour parler clairement civiles, à travers une autre source d'information. J'ai noté, c'est l'ACLED. Quelle est cette organisation? Alors c'est une ONG américaine qui est une des ONG les plus reconnues, qui travaille sur la question des conflits et qui liste depuis le début du conflit, en fait depuis mars 2016 plutôt, l'ensemble des bombardements à la fois aériens, maritimes ou terrestres de la coalition. Et elle tient un registre par des sources recoupées sur place, mais aussi par les agences de presse, du nombre de victimes civiles, des types de cibles de la coalition. Et dans ce cadre-là, nous, on a récupéré le fichier qu'ils avaient fait sur les tirs d'artillerie sur le Yémen. Et donc, grâce à ce fichier data qu'on a nettoyé, qu'on a géolocalisé par rapport à l'emplacement qu'il y a sur la carte des canons César, on a pu faire matcher en fait les tirs qui avaient concerné des civils dans les zones de tir des Césars. Et du coup, comment est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est une forte probabilité que ces armes françaises aient tué des civils? Est-ce qu'on en est sur quasiment à 100%? En tout cas, ce que les documents disent, et ensuite les vérifications et les recoupements qu'on a faits, c'est que la probabilité, la potentialité est très très élevée, et que cette potentialité, l'exécutif, le pouvoir exécutif en avait connaissance. Or, ils ont toujours démenti que des civils puissent être sous le feu des canons. Nous, en recoupant ces données, ce que ça nous permet de dire, au vu des éléments du document, c'est qu'effectivement, sur une période donnée, 2016 à 2018, si on prend la position, il y a des morts civiles, et des morts civiles par des tirs d'artillerie, en l'occurrence les canons César en font partie. Donc à minima, le risque est suffisamment élevé pour qu'on cesse, à minima encore une fois, de livrer des canons César à l'Arabie Saoudite, car c'est un des problèmes soulevés. Ouais, les canons César, c'est un exemple. En réalité, il y en a beaucoup d'autres que vous citez. Il y a celui des chars Leclerc, qui seraient alors officiellement, ils seraient utilisés à des fins défensives. Ce que vous montrez, c'est qu'ils sont utilisés à des fins offensives dans le conflit, donc sur le territoire du Yémen. Là, comment vous y êtes pris pour démontrer ça? Alors, pardon. En fait, juste pour préciser, donc la ministre des Armées, Florence Parly, et le gouvernement dit depuis le début aux ONG ou aux élus qui les interrogent sur l'implication des armes françaises dans la guerre, qu'elles sont en position défensive, qui veut tout et rien dire, mais en gros qu'elles stationneraient dans des bases ou qu'elles serviraient juste à protéger la frontière saoudienne d'attaque des adversaires. En l'occurrence, nous, ce qu'on voit par notre investigation qui est faite sur des sources ouvertes, donc des vues satellites notamment, des images prises sur Internet des forces armées saoudiennes ou émiraties, parce que les chars Leclerc sont émiratis,
qu'ils sont sur le territoire et qu'ils avancent et qu'ils sont même sur des batailles très importantes qui ont eu lieu ces derniers temps, notamment l'offensive d'Al-Hodeïda, qui est le grand port maritime du Yémen, la grande base maritime du Yémen, contrôlée par les Houthis. Les forces émiraties, ces forces des Émirats arabes unis, qui sont dans la même coalition que l'Arabie saoudite contre les fameux rebelles Houthis qui contestent le pouvoir central. On dit souvent coalition menée par l'Arabie saoudite. En réalité, les Émirats arabes unis sont très présents et très influents dans ce conflit, dans cette coalition. Ouais. Alors là, on a parlé d'armes terrestres. Ce que vous montrez aussi, qui est assez frappant, c'est que les équipements français sont aussi aériens et navals. Et ça a son importance. Aérien parce que la plupart des morts et des dévastations sont faites par les airs. Et puis naval, ça a une importance à cause du blocus. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu ça, parce que là, ça concerne vraiment les civils, encore une fois. Alors sur l'aérien, aujourd'hui, il y a chaque jour des sorties aériennes d'avions de la coalition qui bombardent le Yémen. Et ces frappes aériennes, on l'a déjà vu, ont déjà fait des bavures, ont déjà tué de nombreux civils. Premièrement, la France équipe les Émirats arabes unis en Mirage 2000 depuis le début du conflit. Donc les Mirage 2000 participent, donc ces Mirages français au bombardement de la coalition. Et vous avez aussi l'Arabie saoudite qui est équipée de potes Damoclès. Alors le pote Damoclès, c'est on va expliquer. C'est un système de guidage laser, de désignation laser, qui a été développé par Thales et qui permet aux avions de pouvoir cibler, aux bombes des avions de pouvoir cibler leurs frappes. Et donc ces pods-là équipent à la fois les avions des Émirats, donc les Rafales, les Mirages, pardon, les Mirages, mais équipent aussi des avions américains ou britanniques qui appartiennent à l'Arabie saoudite. Donc en fait, la France prend part, qu'on le veuille ou non, des deux côtés de la coalition, donc Émirats et Arabie saoudite, au bombardement. Et ces bombardements engendrent des morts civiles. Alors vous avez raison de préciser qu'il y a évidemment d'autres fournisseurs. Hein. La France n'est pas le seul pays occidental qui fournit ses armes. Les autres sont très bien placés aussi, voire vendent davantage. J'aimerais peut-être vous entendre sur le blocus aussi. Mathias, peut-être. Le blocus, en fait, juste après le début du conflit, donc en mars 2015, l'ONU a mis en place un embargo sur les armes à destination des Houthis, donc les rebelles. C'était en avril. Et depuis cet embargo, la coalition l'a dévoyé. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième volet de contrôle sur les importations au Yémen qui est mené par la coalition militaire, donc les Saoudiens et les Émiratis, et ce blocus se fait par les airs, mais essentiellement par la mer. Et sur mer, les bateaux de la coalition qui font barrage, à l'aide humanitaire notamment, sont notamment français. C'est ce que révèle en fait le document. Les ONG l'avaient une suspicion, mais là c'est confidentiel défense. Voilà, pardon. Là c'est confirmé. Il y a au moins 2 bateaux de fabrication française, un des Émirats arabes unis, l'autre de l'Arabie saoudite, qui participent au blocus. Alors vous avez tous les deux évoqué plusieurs fois les déclarations officielles des dirigeants français, notamment des ministres. On a vu le début de la vidéo tout à l'heure sur les canons César qui sont au cœur du principal papier qu'on a publié sur Mediapart. En réalité, la vidéo continue et justement, vous mettez en avant les déclarations de la ministre Florence Parly. On regarde tout de suite. Des informations que le sommet de l'État français ne peut ignorer. Le président Emmanuel Macron lui-même a vu cette note. Elle lui a été présentée à l'Élysée le 3 octobre 2018 lors d'un conseil de défense restreint. La ministre des Armées était aussi présente. Quelques jours plus tard, sur la chaîne BFM, la ministre déclare « C'est qu'à ma connaissance, les armes qui ont été vendues récemment ne sont pas utilisées contre les populations civiles. » Mais il est probable que les Césars aient déjà tué des civils. Notre enquête révèle qu'entre mars 2016 et décembre 2018, au moins 35 personnes ont péri dans des bombardements situés dans leur zone de feu. Alors que des civils meurent au Yémen, la France livre des canons César à l'armée saoudienne. Alors, on reboucle avec le début de notre discussion. Bon, clairement, quand elle déclare ça à France Inter, il me semble, elle ment. Elle ment. En fait, c'est bien
Le problème, en fait, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est si fort même dans le titre de l'enquête, cartographie d'un mensonge d'État. Oui, il parlait de mensonge d'État. C'est vrai aussi pour Le Drian, quand il dit on ne fournit rien à l'armée de l'air saoudienne. Voilà, oui. il a dit devant l'Assemblée, en fait, à plusieurs reprises, avant ce document, mais même une fois qu'ils ont eu connaissance du document en octobre, ils ont menti, soit devant la représentation nationale, soit lors d'interviews comme ici sur BFM. Sur 2 points. Déjà, celui-là, c'est les livraisons, c'est-à-dire qu'on n'a pas vendu récemment. L'enquête le prouve aussi. On a livré récemment 2 nouveaux canons César à l'Arabie Saoudite et on a signé un nouveau contrat récemment avec l'Arabie Saoudite pour du matériel de guerre. Et aussi sur leur connaissance, et c'est là en fait où c'est ravageur pour eux ce document, parce que ce document c'est le leur. Et c'est ce que je disais au début, il les fait mentir eux en fait. Ils montrent qu'ils avaient connaissance à cette date-là de l'État, du matériel français, où il se trouvait exactement au Yémen, comment il était utilisé. Et donc ils continuaient pourtant à dire qu'à leur connaissance, il n'y avait pas de matériel directement utilisé. Ou alors ils jouaient, comme disait Mathias, avec le mot offensif, défensif, qui est bidon, disons-le. En droit de la guerre, le mot défensif, ça n'existe pas dans un conflit. Des Leclerc qui sont au Yémen, ils sont dans la guerre, ils sont au Yémen, ils ne sont pas en défensif de la base militaire, ils sont impliqués dans le conflit. Donc de base là-dessus, les Leclerc sont impliqués dans le conflit, les César sont impliqués dans le conflit. Donc ça les a fait mentir sur plusieurs choses. Donc, vous documentez un mensonge des autorités gouvernementales. Peut-être là, je vous pousse un peu plus loin par rapport à votre enquête. C'est sur les choix diplomatiques de la France, puisque les ventes d'armes traduisent aussi un soutien à cette fameuse coalition menée par l'Arabie Saoudite. Comme l'on dit, est-ce qu'à votre sens, ce soutien-là, il devrait être, sinon annulé, en tout cas rediscuté dans le débat public, politique? Discuter dans le débat public, ça c'est sûr et certain. Il ne l'a jamais été, donc ça c'est bien l'occasion. Comme beaucoup de choix de politique extérieure. C'est sûr, mais là, nous, ce qui nous importe en publiant ces documents, c'est justement d'interpeller à la fois l'opinion, parce que l'opinion sur ces questions d'armement en France n'est pas aussi vigoureuse que dans d'autres pays européens. Donc c'est interpeller l'opinion et c'est surtout que les parlementaires puissent se saisir de cette question. Beaucoup de parlementaires depuis des mois et des mois essayent d'avoir des réponses. Ouais. On avait reçu Sébastien Nadeau, qui était un député de la qui depuis a été plus ou moins expulsé de son groupe. Le plus déterminé de tous les élus a essayé d'avoir une réponse sur ce sujet-là. Mais en vain, les demandes répétées de commissions parlementaires sur le sujet des exportations d'armes à l'égard de ces alliés de la France ont toujours été balayées d'un revers de main. Donc nous, en publiant ce document, on souhaite vraiment qu'à un moment, il y ait une discussion démocratique, transparente qui soit faite sur le sujet. Et à minima, qu'on révise les contrats pour lesquels nous devons, ou la France plutôt, doit livrer des armes dans le futur à des pays qui pourtant bombardent des civils. Sachant que, et c'est très important, la France est signataire de traités internationaux qui l'obligent sur ces questions-là. Dès lors qu'il y a suspicion de tuer, d'attaquer, de toucher des civils, elle ne doit plus livrer ou maintenir en opération de l'armement sur un terrain de conflit. Je vous remercie tous les deux pour être venus présenter cette enquête qu'on peut lire sur le site de Disclose, qu'on peut lire sur le site de Mediapart également. Restez avec nous dans un instant, un volet supplémentaire de la série d'entretiens qu'on réalise dans le cadre des futures élections européennes à venir le 26 mai. Et puis à partir de 20h30, on revient en direct, cette fois-ci pour nos débats sur le procès France Télécom qui va s'ouvrir et la question justement des souffrances au travail. Merci.